Bonsoir, nous sommes le 30 septembre de l'an 2020. Il fait un peu gris et humide, c'est la fin de l'été, le début de l'automne. Et dans nos régions tempérées, les arbres jaunissent et perdent leurs feuilles. Le temps est donc bien choisi pour les mettre à nu ces arbres. Et c'est Eléa Eberlé, notre amoureuse des plantes, qui vous parle ce soir. Alors que sont-ils ces arbres? Que font-ils? Et surtout, quelles informations peuvent-ils nous donner? Dans cet épisode, on brise l'écorce et on part à la recherche du plus vieux géant de bois de la planète. Peut-être pourrons-nous discerner le prix du plus vieil arbre en passant. Vous êtes sur Podcast Science et épisode 422. Bienvenue. Voilà, et bien ce soir, ce sera moi, Irène, qui vais vous présenter cette émission. Et on a un beau tour de table avec Pascal depuis l'Est de la France. Salut tout le monde. On a Cléora depuis Perduville. Hello à tous. Nous avons Alexa depuis Los Angeles. Salut tout le monde. On a Topo depuis Paris. Bonsoir. Et bien sûr, nous avons notre douce Eléa depuis Strasbourg. Salut tout le monde. Voilà, et bien Eléa ce soir va nous parler d'un de ses sujets de prédilection, les plantes et plus particulièrement les arbres. Et c'est à toi Eléa. Bah oui, parce que dis donc, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de plantes, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Oui. On en a plus parlé depuis au moins la fin de la saison dernière, en réalité. Alors souvenez-vous, c'était avec Marc-André Sellos et on discutait de la notion d'intelligence des plantes et du concept de la plantalité. Qu'est-ce que c'est être une plante? D'ailleurs, j'aimerais remercier au passage celles et ceux qui nous ont écrit pour faire des retours sur cet épisode. On est très contents de recevoir Marc-André Sellos et d'avoir cette discussion, surtout moi. Alors, si vous vous rappelez un peu de cet épisode, on a évoqué qu'est-ce qui définissait une plante. Alors, une plante, c'est un être vivant, c'est constitué de cellules, tout comme nous. Ce sont des organismes qui peuvent percevoir leur environnement et s'y adapter, tout comme nous. Ce sont des organismes qui respirent, qui se nourrissent et qui croissent, tout comme nous, même si toutes ces choses, on ne les fait pas exactement de la même manière. Ouais, nous on les fait mieux. Bah, parle pour toi. Hein. On les fait différemment, Pierre. Ah, d'accord. Et du coup, si les plantes ne peuvent pas parler avec une bouche, entendre avec des oreilles, voir avec des yeux ou grandir de la même façon que ce que nous projetons sur un animal, elles peuvent au moins nous dire des choses de bien des façons. Et dans cet épisode, on va surtout parler des arbres et de la façon dont ils peuvent nous renseigner sur le passé. Voilà. Alors, en commençant ce dossier, j'ai eu une petite inquiétude parce que c'est vrai que c'est assez simple comme concept, étudier le passé avec des arbres. Je vais vous expliquer comment. Mais en réalité, en faisant le tour de la question, il y a pas mal de choses que je voulais soulever. Et du coup, ce dossier est ponctué de petites anecdotes qui j'espère vous plairont. Alors, pour commencer, on va commencer avec un constat. Donc, il faut bien se souvenir que les plantes ne se déplacent pas. Alors là déjà, vous pouvez vous insurger parce que si vous connaissez un peu certaines plantes insolites, on connaît 2-3 plantes qui en réalité se déplacent. Je peux vous citer l'exemple par exemple de la plante qu'on appelle le palmier marcheur. Son nom scientifique c'est Socratea exorhiza. Il s'appelle aussi le palmier à échasse et il vient d'Amérique du Sud. Et en fait, il est capable de faire pousser de grandes racines sur le côté du tronc et parfois, lorsque l'environnement n'est pas optimal, qu'il y a du vent, une catastrophe naturelle, le tronc peut plier, tomber et casser. Et du coup, les racines latérales qui avaient poussé sur le côté peuvent prendre le relais et devenir le tronc principal de cet arbre pour que le palmier repousse. Du coup, en abandonnant les racines précédentes, le palmier a pu se déplacer. Alors il y a un petit portrait de cet arbre qui a été fait par Francis Allais, le botaniste que tout le monde connaît parce qu'il écrit plein de livres de vulgarisation. Je vous mettrai le lien dans les notes d'émission et dans la chatroom. Si vous réfléchissez à quelles plantes peuvent se déplacer, je suis sûre que vous avez peut-être d'autres exemples. L'équipe, vous pensez à des plantes qui sont capables de se déplacer?
Alors, est-ce qu'elles sont capables de mouvement ou se déplacer? C'est ça la question. Parce que mouvement, je pense nécessairement aux plantes carnivores, tu vois. Mhm. Mais je sais pas si c'est ça que tu envisages dans le déplacement. Alors se déplacer d'un point A à un point B dans l'espace. Il y a les Ah trucs bah, qui roulent dans le désert, non ah oui, Comment ça s'appelle? les tumbleweeds en anglais. Ah ouais. Voilà. C'est ça, exactement. Donc les autres plantes qui se déplacent, c'est un groupe de plantes qu'on appelle poétiquement les virevoltants en français, ou Oh, tumbleweeds en anglais. Et vous savez, c'est ces plantes dont l'image est étroitement associée aux scènes de western dans les villages fantômes abandonnés. Alors, est-ce que tu peux me mettre une petite ambiance, Pascal? Voilà, donc vous imaginez cette musique de western. Donc il y a des plantes comme la soude roulante, donc son nom scientifique c'est Salsola tragus, ou la soude brûlée, Salsola cali, et ces plantes elles peuvent sécher intégralement et se désolidariser du sol pour se déplacer au gré du vent et disperser leurs graines qui germeront à la prochaine fois qu'il y aura de l'eau à un autre endroit. Les plantes comme les sélaginelles, une plante qu'on appelle aussi la rose de Jéricho, c'est assez impressionnant parce qu'elle peut intégralement se dessécher puis se réhydrater. C'est un phénomène qu'on appelle la reviviscence. Voilà, donc merci pour la musique, là on s'y croirait presque, hein. Vous voyez la main sur le pistolet, prêt à dégainer, un virevoltant passant dans le décor derrière vous. bizarrement, si je te mets dans un western, je te vois pas justement comme la pistolero, mais plutôt comme la botaniste qui, Celle qui qui court doit après les protéger le virevoltants. cow-boy. Je suis la fille qui court dans la scène derrière pour essayer d'attraper le tumbleweed qui roule. Bref, alors c'est rigolo les virevoltants, mais ça peut être un peu envahissant. Et en faisant des recherches, là, je suis tombée sur une photo de maison sur internet dont l'entrée est complètement bloquée par un tas de tumbleweeds qui se sont accumulés avec le vent devant. On va vous mettre la photo dans la chatroom. Voilà, mais bon, à part ces quelques exemples, hein, vous avez bien fait de me C'est crier dessus. rigolo ce truc. Globalement, Ouais, vraiment, c'est vraiment couvert, mais parce que quand tu me disais genre la porte bloquée, je m'imaginais juste la porte bloquée, mais là ils sortent par la fenêtre qui est au premier étage. quoi. Donc, c'est ça. Donc si le vent souffle toujours dans la même direction et qu'il y a beaucoup de ces plantes-là, à chaque fois qu'il y a un obstacle, ça fait des grosses accumulations de ces trucs-là. Alors ça a l'air léger comme ça, mais c'est quand même épineux, certaines espèces. Enfin, c'est un peu chiant quoi de passer au travers ça. Enfin voilà, donc il y a quelques exemples de plantes qui se déplacent, et vous avez bien fait de me faire remarquer qu'il y avait des exceptions, mais globalement, les plantes sont ce qu'on appelle sessiles, c'est un mot compliqué pour dire une chose simple, elles ne bougent pas, elles sont ancrées dans le sol. j'ai déjà une objection. Vas-y. J'ai déjà une objection sur ta définition, parce que alors autant pour la plante comme la soude roulante, la soude brûlée, pas de problème. En plus, j'aurais pu vous dire les graines qui se déplacent, c'est des plantes qui se déplacent. Donc ça compte. Ouais, mais c'est pas la même, c'est pas la même plante. Oui, mais c'est des embryons de plantes, tu vois, qui se déplacent, donc soit. Mais dans ton premier exemple, dans lequel tu as ton palmier marcheur, au final, c'est uniquement de la régénération. Donc ça, en fait, c'est comme si c'était du développement, c'est ça? C'est ça. Bah, il peut repousser sur un axe principal en étant après être tombé. Ouais, tu vois, mais du coup, la croissance d'un arbre, ça pourrait être compté comme un déplacement, alors qu'on aurait tendance à pas dire que c'est le cas. Oui, mais sa croissance se fait depuis un autre point que l'endroit où il a commencé. Tu vois. Ce qui est possible pour certains arbres. Ce qui est possible pour certains arbres. Mais sur cet exemple-là, c'est particulièrement parlant puisque on a vraiment l'impression que du coup, il pose une racine Ouais, plus voilà. loin. En gros, la raison pour laquelle le palmier échasse, on dit que c'est un truc qui se déplace, c'est tout simplement parce c'est totalement anthropomorphique et on a l'impression qu'il a des petites pattes, quoi. Parce que les stolons de fraises, c'est un peu comme ça aussi, oui, non? exactement, Oui, voilà, les stolons de fraises. exactement. C'est d'autres exemples où elle voyage un peu. Et donc, grâce à ces stratégies-là, la plante peut pousser dans des endroits qui sont potentiellement un peu plus sympas pour vivre leur vie de plante. Et j'ai envie de dire, même l'arbre dont tu nous avais parlé une fois, je pense, c'était Pando, tu sais, ces trucs, ces forêts de peupliers trembles clonaux qui Ouais. envoient des stolons comme ça, et c'est une sorte d'organisme avec des arbres gigantesques. Bah, on pourrait aussi compter que c'est un déplacement, tu vois, mais ça commence un peu à pervertir la définition, je trouve.
Effectivement, mais ce qu'on se représente sur des échelles courtes, c'est que ça se déplace pas très rapidement, et globalement, il faut quand même que ça prenne quelques temps, au moins une année pour pousser dans le sol, et donc c'est ancré. Je veux dire, si on les chasse ou qu'on leur court après, elles vont pas se détacher du sol et courir. Et ça, le mot biologique pour ça, c'est le mot sessile, donc pour dire que ça ne bouge pas et que c'est ancré dans le sol. Il y a quelqu'un qui a partagé c'est Evatrice, qui a partagé une image qui pose une question, et les plantes qui nagent. Ah Oui. oui, Donc peut-être que Évatrice, tu penses aux noix noix de coco. qui peuvent être emportées comme ça et qui peuvent déjà germer en étant dans l'eau et qui vont s'échouer sur une plage et reprendre racine à un autre endroit. Alors elles ont des stratégies pour bouger et pour voyager, mais pas aux mêmes échelles que nous et pas avec les mêmes mots que nous. Et donc le terme qui désigne ça, c'est Cécile. Alors du coup, comment est-ce qu'on fait tout ce qu'on a dit précédemment, donc grandir, se nourrir, se reproduire, sans jamais pouvoir bouger? Et pour le comprendre, il faut qu'on fasse un peu d'anatomie végétale et qu'on comprenne un peu mieux comment les différentes parties d'une plante s'articulent entre elles et à quoi elles servent. Alors, une plante, ça pousse en partie dans le sol, dans laquelle elle s'ancre grâce à des racines. De là partent une ou plusieurs tiges sur laquelle s'agencent les feuilles, et ces feuilles peuvent prendre toutes sortes de formes, mais ont pour fonction principale de faire la photosynthèse, c'est-à-dire de produire des sucres qui sont nécessaires à la plante grâce au dioxyde de carbone, à l'énergie lumineuse. Donc, encore une fois, c'est pas vrai pour toutes les plantes, hein, il y a plein d'exceptions. Certaines plantes ont des racines aériennes, comme les orchidées tropicales. Certaines plantes n'ont carrément pas de racines, comme les Tillandsia, c'est les plantes qu'on appelle les filles de l'air, et elles poussent en cheveux comme ça, avec des poils qui captent l'humidité ambiante, et elles n'ont pas besoin d'aller pomper l'eau du sol. Mais bon, sur le schéma global de qu'est-ce que c'est qu'une plante type qu'on est capable de croiser, nous, dans nos forêts d'ici, pensons à un arbre, il y a des racines, un tronc, des feuilles, et le dernier truc important que doit faire une plante pour passer à la postérité, si je peux m'exprimer ainsi, ce sont les organes reproducteurs. Et là, je pourrais vous faire un dossier entier là-dessus, sur la façon dont les plantes peuvent se reproduire, parce que entre les spores, les cônes, les fleurs simples, les fleurs complexes, les stratégies de reproduction triviales ou fantastiques, côté végétal, il y a pas mal de créativité. Donc Ah oui, demain ça serait 16h, le super. dossier. Peut-être dans 2 semaines. Bon, super. Surtout que tu as mis je pourrais sans S, donc ça veut dire que c'est du futur, c'est pas du conditionnel, donc tu vas le faire. Je vais probablement le faire un jour, mais en fait, il faudrait 3 dossiers, je pense. Donc voilà, ce qui est important de retenir, c'est que la plupart des plantes qu'on connaît et qu'on croise au quotidien, ça s'organise selon un axe principal, la tige, et que de cet axe partent les feuilles et les autres axes secondaires. Et donc, la croissance d'une plante se fait en hauteur, ça je pense que vous le savez tous et que vous pouvez tous l'envisager, il suffit de penser au bambou par exemple, qui est capable de pousser de 1 mètre par jour pour certaines espèces. Donc la croissance en hauteur, c'est possible parce qu'il y a des cellules végétales qui sont entourées d'une paroi assez rigide. C'est d'ailleurs une des grandes différences entre la cellule animale et la cellule végétale, c'est la présence d'une paroi dans laquelle on retrouve des molécules qui rigidifient leur structure. Donc il y a un polymère de sucre qu'on appelle la cellulose, qui est enrobé d'un espèce de gel chimique comme ça de pectine, qui fait office de ciment, et plein d'autres choses qui rigidifient ces cellules et qui permettent à une plante, grosso modo, de pousser en hauteur et de tenir debout. Et pas de s'étaler de façon flasque et visqueuse comme un blob ou autre chose. Alors les pectines, vous savez peut-être ce que c'est ce qu'on utilise pour faire gélifier une confiture ou un gâteau quand on fait cuire la peau des pommes, vous avez déjà dû entendre ce mot. Donc cette paroi qui est constituée principalement de cellulose, de pectine et d'autres petites choses s'appelle sobrement la paroi pectocellulosique en biologie. Voilà, vous aurez appris un mot. Et sur certaines cellules qui sont plus rigides, on peut aussi déposer un autre polymère qui s'appelle la lignine, et c'est avec la cellulose l'autre constituant principal du bois. Et c'est là que c'est intéressant de parler de ça, puisque la croissance, ça se fait aussi en épaisseur, et dans ce dossier, on va beaucoup parler de bois. Alors, comment ça fonctionne la croissance en épaisseur chez un arbre? Ça se fait selon un cercle concentrique, à partir d'une zone de croissance qu'on appelle le cambium, et à partir duquel on produit des vaisseaux conducteurs.
Alors, il y a 2 types de vaisseaux sur une plante. C'est comme les vaisseaux sanguins, sauf que ça fait pas la même chose. Il y a les vaisseaux de phloème, qui sont plutôt à l'extérieur de ce cercle et qui vont transporter la matière organique, les sucres, etc., dans un sens qui va de haut en bas, donc des feuilles vers la racine. Et inversement, on a les vaisseaux de xylème, qui sont un peu plus à l'intérieur sur le cercle, et qui transportent de l'eau, des minéraux, et ça va plutôt de bas en haut, donc des racines, vers les feuilles. Chaque année, ces vaisseaux-là vont se régénérer en poussant vers l'extérieur, tandis que l'intérieur du tronc va mourir petit à petit. Et du coup, si on laisse pousser en épaisseur comme ça, donc votre tige qui va devenir un tronc va devenir de plus en plus épaisse. Tout à la fin, on peut aussi avoir une nouvelle couche de cellules qu'on appelle en langage scientifique l'assise subérophélodermique, pour vous la péter, mais qui en gros est une couche à partir de laquelle on va produire le liège et qui va s'ajouter à l'écorce, qui est grosso modo la couche extérieure de protection autour du bois de l'arbre, et qui est tout ce qui est au dehors de la limite du cambium où on va produire les vaisseaux à l'intérieur. Ça va? Vous visualisez à peu près? Bah oui. Oui. Tu sais d'où ça vient le mot cambium, si ça a un sens, enfin, si étymologiquement ça nous renseigne sur ce que ça veut dire ou... Alors, je crois avoir appris ça un jour. Il me semble, j'ai pas vérifié, donc je ne suis pas sûre que ça vient du mot latin cambiare. C'était le changement, changer. C'est ça, du latin cambio, changer. Je suis impressionné, mais Léa, quelle culture. Moi, j'avais appris ça aussi, ouais. Mais ça commence à dater, donc j'étais pas sûre. Parce qu'on imaginait que la sève circulait à cet endroit et qu'elle se changeait en bois. C'est beau. Mais faux, du coup. C'est beau, mais faux. Donc, qu'est-ce que c'est en fait ces vaisseaux? Ce sont des cellules végétales, du coup, qui se transforment un peu et qui se creusent et se rigidifient pour donner des conduits. Donc c'est pas la sève qui se solidifie pour faire ces vaisseaux, c'est vraiment des cellules qui deviennent creuses et qui font office de tuyaux pour transporter des choses. Alors, juste pour qu'on revisualise un peu et qu'on introduise un peu de vocabulaire, là, prenons un arbre entier. Alors vous imaginez un beau chêne, un très gros chêne, et vous coupez son fût. Alors pourquoi j'utilise le mot fût? On a 2 mots... Il faut surtout bien prononcer, parce que moi j'ai entendu cul. Fût, Non. avec un F Vous lui comme flûte. coupez le cul. Pardon. Donc le tronc d'un arbre, c'est toute la partie centrale, l'axe central qui porte les branches, et le fût, c'est juste la section d'arbre entre le sol et le début des premières branches. D'accord, donc c'est la coupe que je dois mettre en image pour la chatroom. C'est ça. Donc, vous faites une coupe transversale d'un chêne, et là, du coup, vu qu'on a une croissance en épaisseur et ainsi de suite, dans la partie centrale, vous allez retrouver des vieux vaisseaux de xylème. Donc, le xylème, vous vous rappelez, c'est ce qui transporte l'eau, les minéraux, etc., du bas vers le haut. Et donc, ça, c'est tous les vaisseaux qui ne sont plus utilisés à l'intérieur. Et ça, on appelle ça le duramen, cette partie où le bois de cœur. Et à part assurer le maintien de l'arbre, ça sert pas à grand chose. C'est d'ailleurs pour ça qu'on retrouve des arbres qui sont quasi creux et qui pourtant sont en pleine forme, parce que les vaisseaux conducteurs qui sont encore actifs sont à l'extérieur du tronc. Et du coup, dans cette partie externe, vous avez le bois vivant, qu'on appelle l'aubier, dans laquelle la sève circule encore, et qui se renouvelle chaque année. Et cette zone est souvent plus claire chez certaines espèces, comme le chêne par exemple. Alors, là, c'était pour vous mettre un peu l'anatomie globale de l'arbre, pour que vous voyez bien où on se situe. On va vraiment parler de ce bois d'arbre et de ces sections d'arbres. Donc, je pourrais m'arrêter là et vous parler, parce que sinon je vais vous parler d'anatomie et de physiologie végétale pendant des heures. Mais je voulais vraiment vous parler ce soir d'autre chose, qui sont les cernes d'arbres. J'espère que j'ai réveillé un peu le bûcheron qui est en vous, et que vous avez parfaitement l'image de ce que peut être cette coupe transversale de tronc. Tabarnak, mais bien sûr. Voilà. Alors, est-ce que je dois préciser la différence entre anatomie et physiologie, peut-être? Oui. Vas-y.
Donc, pour les gens qui font pas de biologie, et ça arrive à tout le monde, je vous rassure, souvent, souvent on confond ces termes. Donc, l'anatomie, c'est plus une science descriptive où on va observer et recenser les types et les positions de différents organes d'un organisme. Et la physiologie, c'est plutôt la science qui étudie les fonctions et les spécificités des organes des êtres vivants. En gros, l'anatomie décrit ce qui existe à tel endroit et la physiologie explique à quoi sert ce truc qui est à tel endroit. Ça va, c'est clair? Et la physionomie, c'est l'aspect des gens, du coup, qui est quelque chose qui n'a rien à voir, vraiment. Bon, c'est jamais, on pourrait se poser cette question. Alors, Yvetris qui demande dans la chatroom, et le cœur de palmier, ce n'est pas le plus tendre? Alors, oui, effectivement, le cœur de palmier, c'est tendre, et en fait, les palmiers ont pas tout à fait la même structure de bois que d'autres plantes comme le chêne. Donc du coup, ça va pas du tout avoir la même composition. Et d'ailleurs, quand on dit bois de cœur, bois dur, et ensuite aubier, bois mou, en fait, c'est un peu un abus de langage parce que y a des bois de cœur qui sont assez mous et des bois extérieurs qui sont assez durs. Donc ça dépend de l'espèce. Tout ça, c'est vraiment arbitraire. En général, on dit bois de cœur, bois dur parce que c'est mort et rigide, un peu plus que l'extérieur, sauf exception. Mais c'est un abus de langage. Faut pas se dire que c'est parce que c'est à l'intérieur que c'est forcément très dur. Alors moi, on m'a toujours dit, mais c'est peut-être une connerie du coup, ou c'est peut-être une définition d'ébéniste, j'en sais rien, que le bois, c'était uniquement pour les dicotylédones, donc les chênes, les trucs comme ça, et que le bambou, on parlait pas de bois en fait. Oui, Par c'est exemple, vrai. Voilà, donc qu'est-ce que... C'est vrai. Les dicotylédones, du coup, sont les plantes qui font de la croissance en épaisseur comme ça et qui développent cette structure qu'on appelle le bois. Voilà. Et chez les comme les palmiers d'ailleurs, qui sont pas des qui ont voilà. pas de bois. Et les monocotylédones, donc tout ce qui est palmier, tout ce qui est bambou, ce genre de choses, ça a pas du tout la même structure. D'ailleurs, les bambous, c'est un peu creux, si vous avez déjà coupé du bambou. Donc ça fonctionne pas exactement pareil, ni avec les mêmes vaisseaux. Donc là, on parle vraiment des plantes dicotylédones et les plantes ligneuses, donc celles qui vont faire du bois. Les dicotylédones, ce sont les seules plantes ligneuses, c'est ça? Oui, j'ai peur de te dire une connerie là, mais oui, normalement. La lignine, c'est une invention des dicotylédones, c'est ça? Il me semble. Ok. Je crois, ouais. T'inquiète, je te fact-check. Ouais, fact-check-moi, s'il te plaît. Donc, j'ai pas révisé mon arbre phylogénétique avant de faire l'émission. Donc, du coup, si ces arbres grandissent chaque année en épaisseur, est-ce qu'il ne serait pas possible de compter le nombre de cernes de croissance en épaisseur pour donner l'âge d'un arbre? C'est trivial. Alors, la question qu'on se pose, c'est qui a eu cette idée folle en premier? Aristote. Einstein. C'est souvent Aristote. En vrai, on n'en sait pas trop rien parce que beaucoup de gens avaient probablement dû se rendre compte que les arbres grossissaient en épaisseur et à intervalles réguliers. Par contre, on sait que Léonard de Vinci au XVe siècle avait déjà représenté de façon assez détaillée des cernes d'arbres et qu'il avait déjà noté que ça se développait à une certaine vitesse. Par contre, la personne qui a poussé ce principe jusqu'à en faire quelque chose pour de bon, c'était un physicien et un astronome américain. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'un physicien et un astronome est venu faire dans cette histoire de bois? L'homme s'appelle Andrew Ellicott Douglas, et en 1894, on l'envoie construire un observatoire astronomique en Arizona. Et donc, ce monsieur, à force de collecter du bois d'endroits différents pour le chantier, se rend compte que le schéma de croissance des cernes de certains arbres est assez similaire, alors que c'est des arbres qui viennent d'endroits différents. Et du coup, en 1910, il pose les bases d'une nouvelle discipline, la dendrochronologie. Dendros étant la racine grecque de arbre, chronos la racine grecque de temps, et logos renvoyant à l'étude, tout comme biologie, l'étude du vivant, ou géologie, l'étude des cailloux. Proctologie. Ou quoi?
proctologie. ou proctologie. Putain. Voudrais-tu nous faire un dossier sur la proctologie? Ah bah volontiers. Mais Et- attention, j'irai vraiment dans le fond du sujet. Je n'en doute pas. Et du coup, la dendrochronologie, c'est une science qui repose sur la mesure de la largeur des cernes annuelles de croissance et sur leur datation précise. Alors du coup, cet homme-là, ce physicien, un jour est approché par un archéologue et avec un financement de la National Geographic Society, il se lance dans la datation de ruines amérindiennes semi-troglodytes qui sont dispersées aux États-Unis et dont jusqu'alors on ignorait quasiment toute l'histoire. Ces travaux, du coup, permettent de retracer l'origine de certains villages troglodytes à l'an 1073, ce qui équivaut quasiment à la préhistoire pour beaucoup d'Américains, parce que les Occidentaux en Amérique, c'est assez récent finalement, et ils sont arrivés bien après notre Moyen-Âge à nous. Donc il n'y a pas de châteaux médiévaux aux États-Unis, mais par contre, il y a des ruines troglodytes amérindiennes qui datent de l'an 1000. Voilà. Donc après ces premières datations archéologiques en 1920, ce gars-là finit par fonder le laboratoire de dendrochronologie à Tucson en Arizona, et il finit par travailler sur des séquoias géants millénaires. Bref, c'est vraiment lui qu'on considère comme le père de la dendrochronologie. Ensuite, en Europe, c'est arrivé petit à petit, et ce sont des noms comme Edmund Schulman ou Fritz Weingruber qui font évoluer la discipline. Donc, c'était plutôt quelque chose de répandu en Allemagne et en Suisse. Et finalement, c'est arrivé en France dans les labos de recherche plutôt dans les années 80, et ça s'est un peu développé dans les années 2000. Voilà, pour la petite histoire, d'où vient la dendrochronologie. Ça vient d'un physicien. Normal. Alors, c'est quoi les principes pour faire une datation en étudiant les cernes des arbres? Alors, le premier principe, c'est que sous nos climats, les arbres produisent une cerne de bois par an. Donc, je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Entre mars et octobre, pour des arbres de région tempérée, les arbres ils vont subir une croissance qui est assez rapide au début, au printemps, puis qui va ralentir jusqu'à l'automne. Et puis à l'automne, ils vont perdre leurs feuilles et arrêter de grandir. Donc chaque année, on a des nouveaux conduits de xylème et de phloème qui sont produits. Et chaque cerne d'un arbre est composée de bois de printemps, qui est un peu plus large, et de bois final, de bois après l'été, lorsque la croissance ralentit, qui est du coup un peu plus fin. Et donc un cerne, c'est, parce qu'on dit un cerne et pas une cerne d'arbre. Les cernes, mais oui, on dit un cerne. Une cerne, c'est sous les yeux, et un cerne d'arbre, c'est sur un tronc. Waouh. Non, on dit Voilà. ça alors. On dit un cerne sous les yeux aussi. On dit un cerne sur les yeux? Ouais. Ah bon. Ouais, Bah On voilà. dit pas... Attends, on dit pas une cerne sous les yeux? Non. Qu'est-ce que tu me racontes là? C'est vrai. Il y a des bas. Petit moment. Non. On Un veut cerne. du Si, Mais putain. on dit un cerne. Bon ben voilà, on dit un cerne tout le temps alors. Moi j'avais toujours différencié les deux comme ça, mais je me suis trompée toute ma vie. En tout cas, on dit un cerne pour le bois, ça c'est sûr. Bah, on dit jamais à quelqu'un oh t'as une ou un cerne sous l'œil, quoi. On dit toujours t'as des cernes en fait, donc on sait pas. Ouais. Le pluriel nous sauvera tous. Voilà. Voilà, on a appris donc, quelque chose. un cerne de bois, c'est donc un enchaînement de vaisseaux larges et de vaisseaux plus fins chaque année, si tout se passe bien. Donc ça, c'est le premier principe. Le second principe, c'est que la largeur de cette cerne, elle va être liée aux conditions de l'environnement. Parce que ce qui est formidable chez les plantes, c'est qu'elles prennent un peu ce qu'on leur donne. Regardez les bonsaïs, si vous mettez un gros arbre dans un tout petit pot, il poussera pas très haut. Et à force de le tailler et de le contraindre dans un petit espace, son allure va être celle d'un petit arbre minuscule. Bah, pour les plantes dehors, c'est la même chose. Donnez-leur de l'espace, de l'amour et de l'eau fraîche. Bon, j'ai un doute pour l'amour, mais l'eau fraîche, c'est important. Elles grandiront vite, plus ces années-là que les années où il manquera d'eau. Et du coup, cette vitesse de croissance se traduit directement dans l'allure du tronc et dans le diamètre des cernes. Donc les années avec beaucoup d'eau, par exemple, on verra le développement de vaisseaux de bois plus larges, et du coup, ça va permettre de faire passer plus d'eau. Il y aura plus de vaisseaux, tandis qu'à l'inverse, les vaisseaux seront plus fins et la couche de bois produite plus fine une année où il fait sec.
Tout ça fait que, de fil en aiguille, chaque arbre a dans son épaisseur une sorte de code-barre en relief qui est propre à son historique de vie. Et ça, c'est pratique. Troisième principe, c'est que les variations climatiques qui impactent du coup cette croissance, sur une région, globalement, elles vont être similaires un peu partout. Donc, s'il fait sec à un endroit dans une région, il est probable que les arbres aient les mêmes schémas de croissance dans toute une région. Et du coup, on va pouvoir rejoindre ces données-là. On sait aussi que sur les cernes d'arbres, on peut voir s'il y a eu des grosses éruptions volcaniques, par exemple, à l'échelle mondiale, parce que ça peut affecter la croissance de tous les arbres à la fois, en provoquant un changement de luminosité, des changements de climat. Donc du coup, avec ces données, on peut faire ce qu'on appelle l'interdatation, ou de la synchronisation entre plusieurs échantillons de la même essence d'arbre dans une même région géographique. Et ça aussi, c'est pratique. Tout ça fait que, avec cette discipline, pour déterminer l'âge d'un arbre, contrairement à ce qu'on pense où il faut juste compter le nombre de cernes pour compter l'âge de l'arbre, donc non seulement le nombre de cernes donnera à peu près le nombre d'années, mais en vrai c'est surtout le motif global des cernes qui forment ce code-barre là qui va nous intéresser, parce que grâce à des bois de référence de plusieurs époques, dans plusieurs bâtiments, architecture, forêts, etc., on va pouvoir remonter le temps. Et en recoupant des arbres d'âges différents et les motifs des cernes, on peut reconstituer des échelles de temps jusqu'à plusieurs centaines, voire milliers d'années en arrière de façon assez précise, et comparer chaque nouveau profil de cerne à une échelle de référence. Et ça, c'est très fort. Voilà. Alors, vous m'entendez toujours ? Ouais. Je peux en profiter d'ailleurs pour. Donc j'ai tiré ma classification phylogénétique du vivant de Lecointre et Le Guyader, l'ouvrage célébré par tous comme étant la Bible du phylogénéticien. Et dedans, je découvre que ce sont les polysporangiophytes qui ont inventé la lignine. Exactement. Et Oui. donc ça précède l'émergence des angiospermes, monocotylédones et dicotylédones, si je ne m'abuse. Donc c'était avant tout ça, quoi. Que la lignine est apparue, mais le fait de faire du bois, du coup. Et ben justement, je pense que c'est pour ça qu'on le retrouve dans différents groupes. C'est que la molécule lignine existe pour tous ces organismes-là. Et ce qui a permis des convergences évolutives vers du bois de palmier, du bois de bambou. C'est pas exactement la même composition, tu vois. Yes. C'est cool. Merci beaucoup pour le fact-check. No problème. C'est marrant parce que c'est une classification en 2 volumes. Et il y a un volume que je ne tire jamais. Là, je crois que c'est la première fois que je le tire, c'est celui avec les plantes. Je vais le remettre là. Moi, j'ai que le volume plante à la maison. Mais ça m'a fait du bien de le sortir. Dans la précédente édition, il y avait les deux. Ouais, c'est vrai. Mais maintenant, il y a trop de choses à dire. Et oui. Donc voilà, est-ce que vous avez globalement compris les 3 grands principes sur lesquels se baser pour faire de la dendrochronologie ? Du coup, j'ai juste un truc, ça veut dire que quand tu disais que c'était la même essence d'arbre, c'est-à-dire le genre un chêne, etc., quoi. Mm-hmm. Mais on peut pas comparer sur des contenants différents parce que les conditions météorologiques peuvent varier drastiquement, c'est ça le concept. Alors, les conditions météorologiques vont impacter beaucoup d'essences d'arbres, mais du coup, ils vont être impactés différemment. Donc, c'est pour ça qu'on compare des chênes entre des chênes et des sapins entre des sapins, parce que aussi les profils des cernes vont être assez différents, donc c'est plus facile de comparer la morphologie des cernes. Mais quand tu dis un sapin, alors du coup, c'est une espèce particulière où on va même jusqu'à une population pour éviter des confusions ? Ouais, alors je parlerai plus tard des variations qu'il peut y avoir sur cette datation, des limites de ça et de ce qu'il faut faire pour avoir une datation fiable. Mais effectivement, il faut prélever sur pas mal d'échantillons sur pas mal d'arbres pour arriver à une datation qui soit fiable et homogène. Ouais. Mais par contre, du coup, comme il y a ce principe d'interdatation et que du coup il y a des bouts de cernes, des profils de cernes qui vont être similaires sur plusieurs arbres de plusieurs âges, et du coup tu peux les mettre bout à bout et du coup reconstituer des histoires qui sont beaucoup plus longues que l'arbre seul, que l'histoire de l'arbre seul. Ça va ça ? Ouais. Ok.
Alors, comment se passe un prélèvement, du coup, dendrochronologie? Comment est-ce qu'on fait pour faire de la dendrochronologie, concrètement? Alors, en général, il faut faire un On coupe les carottage. arbres. On coupe les arbres, voilà. Donc, on coupe les arbres, on fait une carotte d'arbre, comme une carotte de glace quand on va étudier la glace. Donc, on prélève une carotte avec un petit outil qui s'appelle une carotteuse ou une tarière ou voilà, il y en a même un modèle qui apparemment est très prisé des dendrochronologues du monde entier, c'est la tarière de Pressler. Pour vous faire une idée, je vous avais mis un lien de vidéo très commercial de la tarière de Pressler. Si vous voulez voir des gens utiliser une tarière avec beaucoup de sexitude dans une pub, je vous invite à regarder la vidéo. Et pour être le plus précis possible, du coup, il faut idéalement prélever plusieurs échantillons à des endroits différents afin de pouvoir recouper les informations au cas où l'une des carottes est abîmée, au cas où les cernes ne sont pas lisibles à un endroit, puisque à chaque arbre son histoire. Il y a des arbres qui ont grandi de travers, il y a des arbres qui se sont fait attaquer, donc toutes les cernes ne sont pas forcément lisibles et intactes. Concrètement, ça se fait environ à 1,30 m du sol, donc à hauteur d'homme. Déjà parce qu'on se casse pas le dos pour le faire, et je me suis vraiment posé la question de savoir si c'était pas la vraie seule raison, mais en fait non. Apparemment, ça diminue aussi les biais de structure du bois qu'il peut y avoir à la base de l'arbre. Souvent, à la base de l'arbre, il y a un phénomène où le tronc, la base du tronc devient plus large. C'est ce qu'on appelle l'empattement. Et parfois, il existe aussi des biais liés à la concurrence de croissance lorsque l'arbre est très jeune. Donc, s'il est en compétition avec d'autres plantes, sa croissance va être affectée au départ, ce qui va impacter la forme des cernes très bas, mais elle sera moins impactée un peu plus haut sur l'arbre. Voilà, donc c'est à peu près 1,30 m. En bref, si vous faites du carottage, vous n'avez pas besoin de vous mettre accroupi, quoi. C'est bon à savoir. Donc, il y a plein de méthodes comme ça, techniques, et bref, il faut faire ça scientifiquement, méthodiquement, précisément. C'est pas pour rien que c'est une science à part entière. Alors, il y a une question dans la chatroom. Oui. Est-ce que si on fait pousser, donc c'est Évatrice qui pose cette question, et moi j'en aurais une juste derrière. Est-ce que si on fait pousser un arbre in vitro, avec des éclairages réguliers et tous les paramètres sont réguliers, est-ce qu'il n'y aura pas de cernes? Et est-ce qu'un arbre sans cernes serait plus solide? C'est une très bonne question. Alors, éclairage régulier, ça va pas trop impacter parce que c'est des cycles un peu plus longs qu'un cycle journalier qui vont impacter la croissance du bois. C'est vraiment des cycles saisonniers. Par contre, il y a des plantes qui elles font toujours des cernes puisque la croissance en épaisseur du coup va être un peu continue. Par contre, on n'aura pas cette différence alternance été. Ça, ce serait si on maintient la durée du jour stable pendant tout le temps. C'est ça le concept. Toi, tu isoles les arbres et tu les fais pousser en énormes serres. Tu gardes l'alternance jour-nuit pendant des années. Identique. Voilà. Mais il faudrait garder la température aussi, il faudrait garder l'humidité. Donc, alors, on peut pas faire avec toutes les espèces parce que du coup, genre un chêne qui est habitué à faire une alternance hiver-été, hiver-été, il va continuer à avoir ça pendant un petit temps. Mais Bah, les c'est arbres génétique. tropicaux, C'est-à-dire que si tu les fais pousser là-dedans, un chêne, spontanément, il fait ses alternances saisonnières sans attendre qu'il y ait des signaux de l'environnement. je crois pendant un moment, ouais, que Oh. c'est encore inscrit. Mais c'est pas vrai pour des plus petites plantes. En tout cas, donc si on prend une plante qui pousse en continu comme ça, par exemple dans une zone tropicale, bah du coup les cernes, l'alternance des cernes est moins visible, mais par contre on peut quand même traquer la croissance en épaisseur. Je vais peut-être en reparler un peu plus à la fin du dossier. Et est-ce qu'un arbre sans cernes serait plus solide? Alors, bah, du moment que ça fait du bois, en fait, du moment qu'il y a ces cellules qui sont rigidifiées, etc., l'arbre serait tout aussi solide. Et le fait qu'il y ait des cernes, finalement, c'est juste une alternance de un peu plus poreux, un peu moins poreux, un peu plus poreux, un peu moins poreux. Et voilà. Du coup, j'ai jamais fait de physique des matériaux, mais j'imagine que globalement, ça doit avoir à peu près la même solidité.
Tiens, bah, peut-être que je peux partager cette image que tu as mis dans le back-end, où il y a Quercus, Abies alba et Ulmus, qui sont 3 arbres dans lesquels je ne sais pas exactement ce que tu comparais, mais on voit très bien ce que tu expliquais à l'instant, une alternance de gros vaisseaux et plus petits vaisseaux. Ouais, donc sur cette photo, effectivement, c'est juste pour montrer que en fonction des espèces d'arbres, c'est pas du tout les mêmes profils. Donc une cerne avec le bois d'été, le bois d'hiver, tout ça, ça va pas du tout avoir le même diamètre ou la même tête. Donc c'est pour ça qu'on compare des espèces entre elles, parce que la structure des vaisseaux est pas tout à fait la même entre chaque espèce. Mais moi, j'ai une question pour les espèces tempérées, justement, où tu as cette alternance. Est-ce qu'elles peuvent se développer, tu vois, dans un milieu hyper buffer comme un laboratoire, par exemple? Est-ce que ça marcherait qu'il n'y ait pas cette alternance, justement? Bah, je sais pas combien de temps, oui, ça marcherait, parce qu'il y a des plantes qui sont cultivées en laboratoire, mais je sais pas exactement ce que ça fait de perturber leur rythme circadien sur la durée. Je l'ai jamais fait. Le rythme circadien, c'est le rythme perçu par l'organisme de l'alternance du jour et de la nuit. Ouais. Donc je crois que le rythme inscrit continue pendant un moment jusqu'à ce que ça se reprogramme pour s'adapter à la lumière, quoi. Je sais pas si j'ai répondu à la question. Qu'est-ce que tu Non. nous montres, Pierre? Je montre un truc à Alexa, je voulais pas te perturber. Ah, elle est trop bien. Je crois que Pierre est en train de montrer une chauve-souris à Alexa. C'est une belle chauve-souris, ouais. Pardon. Ça n'a rien à voir, désolé. Bon voilà, donc du coup, c'est super, on a un outil génial pour évaluer l'âge des arbres, si on l'utilisait pour chasser le plus vieil arbre de la planète. Alors justement, une anecdote intéressante que tu connais, Pierre. Oh, si peu. C'est le moment pub ? Ouais, c'est le moment pub. Vous pouvez découvrir cette histoire dans un ouvrage qui s'appelle Nature secrète. Nature secrète a été publié dans les éditions Duno avec le merveilleux, mirifique Patrick Beau, et j'ai complété par certaines anecdotes scientifiques, on va dire certaines, pour toutes les espèces qui se trouvent dans Nature secrète. Achetez Nature secrète. Achetez Nature secrète, parce que Pierre Kerner a fait un effort et il a mis des plantes dedans. C'est vrai, j'ai été obligé et contraint. Donc du coup, une anecdote là-dessus, c'est que en 1963, un certain Donald R. Curray tentait de forer pour estimer l'âge d'un très vieux pin de bristlecone. Le nom scientifique de cette espèce, c'est Pinus longeva. Il vit longtemps, effectivement. Et pour vous faire une idée mentale de ces arbres, à quoi ça ressemble, ce sont des pins très très durs, très noueux et très solides, qui ont souvent l'air un peu dénudés parce qu'ils n'ont pas forcément beaucoup d'épines et que le climat où ils poussent est très froid et est très venteux et ça les rend très tortueux. Et donc en tout cas, ils sont suffisamment solides pour que notre scientifique en question ne parvienne pas à forer sa carotte. Du coup, il a réclamé l'abattage du pin. Ce pin s'appelait Prométhéeus, hein. Et donc il voulait vérifier son âge, et en l'ouvrant et en prenant une section, il se trouve qu'avec ses 4900 ans, il venait d'abattre le plus vieux pin du monde. Pas de bol. Quelle horreur. Voilà, donc c'est un arbre, c'est d'ailleurs le titre de l'anecdote dans le livre, mais c'est un arbre qui est vraiment mort pour la science, quoi. Alors heureusement, il y en a encore d'autres, et il y a un pin qui est appelé Mathusalem, qui lui est actuellement estimé à un âge de 4850 ans. Voilà, encore un petit demi-siècle, et puis il battra le record de Prométhéeus. Alors il y a probablement des arbres qui sont plus vieux encore, mais soit ils n'ont pas été trouvés ou mesurés, quelque part c'est peut-être mieux comme ça. Dans les notes d'émission et dans la chatroom, je vous mettrai un petit lien vers un site qui recense les plus vieux arbres du monde. Comme ça, vous pourrez avoir une idée du palmarès des arbres les plus vieux de la planète. Alors, c'est quand même un petit problème méthodologique, cette histoire de forage, hein. Enfin, je sais pas si vous aimeriez qu'on vous transperce avec une carotteuse pour prélever une section de votre cœur en passant à travers vos vaisseaux. Ça n'a pas l'air terrible. Effectivement, si vous faites ça sur un arbre vivant, il va pas crier, mais par contre, il est néanmoins blessé. Et des vaisseaux ouverts comme ça aux 4 vents dans une forêt, c'est un peu la porte ouverte aux parasites, aux bactéries, aux champignons, aux petits insectes xylophages qui grignotent le bois et qui sont d'ordinaire... Certes, ça ne crie pas un arbre, mais si on devait l'imaginer, est-ce que tu peux nous imiter le cri d'un arbre ?
Ah Ce qui est bien, c'est que quand elle est concentrée sur son dossier, on peut lui faire n'importe quoi. Écoute, j'essaye d'y mettre du mien. Hein, je fais ce que je peux. Bref, donc voilà, si vous ouvrez un arbre, enfin vous allez créer une ouverture qui d'habitude n'existe pas, et du coup prélever sur un arbre vivant, ça peut quand même théoriquement fragiliser l'arbre, et c'est pour ça que les dendrochronologues maintenant ils rebouchent leurs trous de carottage. Alors les plus courantes des carottes, c'est fait dans quelque chose comme 40 cm de long et 5 mm de diamètre. Et ils ferment avec des petites baguettes de la même taille que le trou qui sont désinfectées et enduites de cicatrisants pour l'arbre, parce qu'ils sont quand même très gentils. Voilà. C'est quoi un cicatrisant pour un arbre, du coup? Eh ben, je sais pas exactement ce qu'il y a dedans, mais c'est une solution un peu antiseptique comme ça, et ils mettent des espèces de résine pour combler l'arbre. Je suis pas allée voir la composition détaillée, mais... Non, mais J'ai une question. Pardon, vas-y. non, mais je me demandais justement si c'était une hormone de croissance ou au contraire une résine. C'était ça que je me demandais. Bon, Je voilà. pense que c'est des résines, surtout, qui sont un peu neutres et un peu antiseptiques. Voilà. Moi, j'ai une question bête liée à ça. Est-ce qu'il y a un système immunitaire, c'est quoi l'équivalent du système immunitaire chez les arbres, du coup? Parce que si on désinfecte, si on met des trucs pour que l'arbre puisse se défendre ou pas, qu'est-ce que ce serait l'analogie Enfin, l'analogie, en fait, l'arbre déjà, il est protégé par toutes ses couches, donc il y a beaucoup de défense physique dans un arbre qui empêche les pathogènes de rentrer. Et après, quand tu fais un trou, ça dépend des plantes, mais il y a tout un tas de stratégies qui vont de sécréter de la résine, comme les pins, pour piéger les insectes dedans pour pas qu'ils rentrent, les engluer, etc. Colmater les brèches. Il y a la fabrication de caloses pour boucher tous les trous qu'il pourrait y avoir. Il y a sacrifier une partie des vaisseaux de xylème pour les rendre inutilisables et les boucher aussi. Tu peux avoir tout ce genre de stratégies différentes qui font que ça va combler la brèche, quoi. Et au passage, c'était ce que nous expliquait justement notre invité dans Chloé. ces 2 épisodes avec Chloé. Monocloclo, c'est ça? Monocloclo, c'est ça son avatar? Cloclomono. Cloclomono. Les épisodes 365 et 374, les plantes versus le monde. C'est ça. Il va aussi y avoir reformation d'une couche de liège ou d'écorce par-dessus, et c'est souvent sur des arbres blessés qu'on voit des espèces de renfoncements comme ça, des bourrelets qui se forment sur l'arbre en réparation et en cicatrisation d'une blessure. Et du coup, on en arrive à une question que je me posais tout à l'heure. Ça, est-ce que ça ne perturbe pas naturellement ce qui peut y avoir en termes de cernes? C'est-à-dire, est-ce que s'il y a une infection de champignons et tout ça, je te spoil là, c'est ça? Oui, effectivement, des blessures comme ça peut altérer les cernes et la lecture, et du coup, quand on fait des prélèvements de carottage, je dis on, mais je l'ai pas fait, hein, les scientifiques qui le font. Et ben du coup, on essaye d'aller dans une zone de l'arbre qui n'a pas été lésée ou attaquée. Et ça peut aussi être une information sur une infection généralisée dans une forêt, etc. Ça peut aussi donner des données de réflexion sur la vie de l'arbre, quoi. Voilà. Donc, quand on prélève ces échantillons, souvent ils font des sections qui sont coupées à la lame de rasoir, qui sont très fines. Des fois, il y a des étapes de ponçage, et en fait, on va mettre ces échantillons de bois sur des bandes d'analyse dendrochronologiques, où on va pouvoir reconstituer le motif des cernes et les placer sur un espèce de chariot comme ça, pour faire glisser sous un microscope ou une loupe, et avec des tables qui sont dotées de règles micrométriques électroniques, qui vont mesurer les épaisseurs de chaque cerne avec des précisions de l'ordre du centième de millimètre. Donc ça, ils vont l'enregistrer manuellement. Il y a des labos qui comparent après les motifs manuellement sur des tables lumineuses à l'ancienne. Maintenant, avec l'informatique, il y a aussi des logiciels qui permettent de reconstituer et de superposer ces cernes d'arbres.
Certains labos disposent de microscopes qui permettent d'analyser la structure du bois dans toutes les directions de l'espace, donc vraiment de la surface. Et il y a aussi des techniques qui sont moins invasives que le carottage maintenant avec les nouvelles technologies, et ça passe aussi par la photo. Donc on peut faire de la macrophotographie de surface de bois. On peut faire aussi de la photogrammétrie. C'est des méthodes qui permettent de reconstruire un environnement 3D à partir d'une photo et des règles de perspective d'une photo. Et du coup, ça permet de reconstituer les reliefs et d'apporter des données supplémentaires sur la surface du bois. Mais là, je vais pas rentrer dans les détails parce que c'est vraiment des méthodes à part entière et je pourrais pas vous les expliquer dans le détail, mais en principe, ça marche comme ça. Moi, je pense qu'on a bien cerné la méthode. Merci Pierre. Ah oui, bravo. J'attendais que quelqu'un. Ah, mais fasse cette j'attendais blague. tellement le moment Eh pour la ouais. placer. Alors, du coup, la dendrochronologie, c'est assez intéressant, mais qu'est-ce que ça peut donner concrètement comme information à part l'âge de l'arbre? En observant les cernes d'arbres, si on a l'intégralité de l'aubier, on peut, par exemple, déduire si l'arbre a été abattu au printemps, en hiver, s'il est tombé lors d'une tempête, et si oui, à quelle date. Et du coup, il y a des gens qui étudient ça avec attention, qui étudient le bois, ce sont les xylologues, un nom qui vient directement du terme xylème, les vaisseaux de bois. Ils passent leur temps à analyser ça dans toutes sortes de circonstances. Ça peut renseigner sur la date et la façon dont sont exploités les bois. Si on connaît la date de construction d'une charpente et qu'on date le bois par cette méthode, du coup, on peut déduire, par exemple, que la plupart des bois de construction étaient utilisés directement après abattage et non pas séchés plusieurs années comme ce qu'on pense souvent. Je sais pas si on vous a déjà dit ça, que avant les charpentes, les bois étaient séchés pendant plusieurs années. Ben, il y a des laboratoires qui ont montré que, en vrai, ils étaient coupés et utilisés pour mettre dans les charpentes directement, grâce aux datations. Ça peut permettre de dater des œuvres d'art. Un exemple que j'ai croisé sur une conférence dendrochronologie, dont je vous mettrai le lien aussi, ça parle d'une œuvre belge qui s'appelle Le repos pendant la fuite d'Égypte, et c'était daté à 1520 juste par le style artistique. Et grâce à la datation dendrochronologique du panneau sur lequel cette œuvre a été faite, du coup, ça permet d'affirmer que le bois utilisé, il date de entre 1507 et 1534. Donc, ça tombe assez bien, quoi. Et parfois, il peut y avoir des surprises aussi. Donc, on peut découvrir que certaines pièces de bois dans un ouvrage ont été réemployées pour d'autres choses. Et donc là, les datations ne correspondent pas du tout entre, par exemple, une rambarde d'escalier et une charpente. Mais ça reste des informations intéressantes pour des historiens de l'art, des archéologues et ainsi de suite, pour voir un peu comment ça a été remanié. Je ne sais pas si vous connaissez les halles de Clisson, mais il y a des études dendrochronologiques qui ont été faites là-bas. Pareil, je vous mettrai le lien vers une conférence du xylologue qui explique ce qu'ils ont fait comme travail archéologique là-bas. Voilà. Alors, retenez bien ce mot xylologue parce que je voulais vous donner au moins un mot avant la fin du dossier qui score grave au Scrabble. J'en vois un tout petit peu plus tard qui à mon avis, si t'arrives à le placer, ça peut être assez fat aussi. On va y venir. Donc voilà, du coup, si cette discipline, ça a surtout été utilisé en archéologie pour dater des arbres fossiles ou évaluer l'ancienneté d'une œuvre ou d'une construction, on peut aussi utiliser ces informations contenues dans les cernes de bois en climatologie pour reconstruire des phases climatiques, les périodes de sécheresse, les périodes de froid et ainsi de suite. Dans ce cas, on parle de dendroclimatologie. On Ça peut s'en est aussi... déjà un là, de mots fat. Ouais. On peut aussi retracer des historiques de feux de forêt, de dégradation du bois par des pathogènes, des dynamiques de croissance au cours du temps, des données qui sont assez précieuses pour faire de la dendroécologie. Et les personnes qui tentent de retrouver par exemple des phénomènes géologiques plus larges comme des traces d'éruptions volcaniques peuvent même se revendiquer de la discipline de la dendrogéomorphologie. Voilà. Donc il y a plein de sous-disciplines à l'étude des cernes de bois et en vrai on peut en faire plein de trucs. Alors, à quel point est-ce que tout ça s'est démocratisé? Alors, en France, ça reste une discipline assez récente. De ce que j'ai pu voir, il y a une entreprise qui s'appelle Dendrotech qui fait l'essentiel des datations de charpente grâce à cette méthode. Ils ont d'ailleurs monté une base de données dans laquelle on peut retrouver tous les monuments qui ont été étudiés en France à la lumière de cette méthode.
Donc voilà, ils font de l'expertise de biens immobiliers, de monuments historiques, ils peuvent reconstituer des chronologies de chantier, bref, dès qu'il y a du bois, la dendrochronologie peut contribuer à comprendre comment ça a été construit et quand. J'ai aussi trouvé un site suisse de dendrochronologie où ils font pas mal de datation de bois sous-marin dans les lacs, par exemple. Comme le bois se conserve bien lorsqu'il est immergé, du coup, il doit y avoir des données sacrément intéressantes du point de vue archéologique là-dessous. Et au Québec, il y a aussi des laboratoires qui sont spécialisés dans l'étude de sites de pins nordiques et tout ça. Donc, ça donne des informations sur les premiers les premiers habitants du Québec, toutes les populations indigènes. Il y a un groupe qui s'appelle le groupe de recherche en dendrochronologie historique, et ils arrivent avec précision à dater la plupart des ouvrages qui datent de 1500 à nos jours, ce qui est pas mal quand même. Alors, juste un petit mot parce que cette méthode a l'air super cool et super intéressante, et effectivement on peut faire plein de choses avec. Il y a quand même des limites, c'est que pour faire une vraie section qui est assez longue, il faut que le code barre il soit suffisamment grand pour qu'on puisse retrouver à quelle période de l'histoire ça arrive. Et donc plus l'échelle de temps couverte sur un même arbre et un même échantillon est longue, et plus c'est facile de la replacer dans l'histoire. C'est un peu comme si on fait une comparaison avec une séquence d'ADN. Si on vous demande de chercher un motif de seulement 4 lettres, vous allez pouvoir le replacer partout sur le génome, alors que si on vous demande de chercher 20 lettres, là, vous allez plus facilement trouver exactement à quel endroit c'est et pouvoir faire des recoupements. Voilà. Ensuite, il faut bien sûr qu'il y ait plein de prélèvements parce que vous n'êtes pas à l'abri de faire une erreur de datation et de motif. Il faut bien sûr recalculer et réassocier ça au bon endroit, et du coup tout ça c'est des limites si vous faites pas l'expérience plusieurs fois, et des fois c'est pas possible de prélever trop d'échantillons, et ben vous avez des datations imprécises. Alors j'ai lu qu'en archéologie il y avait des niveaux un peu de certitude du coup sur les éléments qui dataient. Et du coup, ils classent selon 4 critères. Il y a la date acquise, donc ils sont sûrs que c'est daté à cette époque-là. Il y a une date provisoire, genre ils ont commencé à le dater à cet endroit-là, mais ils savent pas. À risque, du coup, ils sont vraiment pas sûrs de leur datation. Et non daté, c'est que ça, on n'a même pas fait de carottage, quoi. Il y a une question dans la chatroom de Agnès. Est-ce qu'il n'y a pas de moyen moins invasif, un genre de scanner géant ou IRM? Alors, c'est vrai qu'on pourrait envisager ce genre de méthode moins invasive, mais faire un IRM d'arbre, je crois que c'est pas encore tout à fait possible. En tout cas, on peut, comme je disais, passer par la photographie, pour essayer de comprendre des choses sur des charpentes ou quoi. Mais quand il s'agit de regarder à l'intérieur d'un tronc, pour l'instant, à ma connaissance, on n'a pas encore d'outils qui permettent de faire une section virtuelle laser d'un arbre. Il y a une autre limite aussi, parce que les serres ne sont pas uniformes à chaque endroit. C'est-à-dire? Là, un arbre n'est jamais parfaitement rond. Donc tu peux trouver un code barre, par exemple, très serré d'un côté et plus élargi de l'autre. Ouais, bien sûr. Donc du coup, pareil, quand tu as ce genre de variation, c'est pas donc le nombre de cernes et tout qui va être très informatif, mais c'est plutôt l'écart entre les motifs et la répartition de l'écart entre les motifs. Donc c'est vraiment des patterns, quoi, comme si tu comparais des codes barres. Donc si t'as large, serré, 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 large, serré, serré, tu vois, eh ben tu vas pouvoir reconstituer, si t'as un autre arbre qui a ce motif, que c'est à peu près la même période de croissance qui est couverte avec les mêmes conditions climatiques. Donc tu peux dans une certaine mesure effacer ces variations en comparant le motif en entier et pas seulement le diamètre de cernes individuelles, quoi. Mmh. Tu vois l'idée? Ouais, ouais.
Bien sûr, il y a l'influence extérieure qui va aussi jouer. Par exemple, quand, un humain fait un élagage ou un émondage pour, donner une forme à l'arbre, ça va, impacter la croissance a posteriori. D'ailleurs, il y a plein de phénomènes qui vont, pas avoir un impact direct sur la croissance une année, mais qui vont se répercuter sur la croissance de l'arbre, à plusieurs années d'intervalle. Donc, parfois il y a des résultats qui sont un peu faussés par ça, et tout l'enjeu c'est de comprendre pourquoi est-ce qu'il y a un ralentissement de croissance à tel endroit et pas à un autre, voilà. Globalement, la limite temporelle, on peut globalement aller jusqu'au Mésolithique en archéologie, donc autour de 7000 avant Jésus-Christ, mais ça nécessite de trouver des objets qui sont suffisamment épais et suffisamment intacts pour avoir une carottage, et du coup pour pouvoir le replacer sur une échelle de cernes de bois, quoi. Voilà. Alors, je sais pas s'il y a encore des questions à ce stade. Je voulais aussi vous parler des limites géographiques parce qu'on avait commencé à l'évoquer juste avant. Comme vous êtes tous très 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 brillants, vous avez compris dans votre tête qu'il y avait un problème. On peut se poser la question de l'universalité de cette méthode. S'il faut une alternance bois d'hiver, bois d'été pour voir un cerne, ça veut dire qu'on ne peut dater que des arbres qui ont des variations de croissance saisonnières. Et en gros, ça marche que dans les régions tempérées du globe et pas dans les régions tropicales. Et là, bien vu. C'est vrai, heureusement, il y a certaines personnes qui travaillent sur le fait de déceler des variations dans la croissance en épaisseur qui sont liées plutôt à l'humidité. Et donc, on peut, dans une certaine mesure, voir des changements dans la croissance de certaines espèces tropicales entre la saison sèche et la saison des pluies. J'ai trouvé en cherchant un rapport de l'INRA de 2005 pour évaluer le potentiel de la famille des Araucariacées pour étudier les climats de Nouvelle-Calédonie. Alors, c'est une famille de plantes qui est un peu étrange. Leur origine s'est datée à 200 millions d'années et ça a explosé au Jurassique. Et vous en connaissez peut-être deux représentants actuels. Donc, il y a le pin de Wollemi. Son nom scientifique, c'est Wollemia nobilis, dont on va vous montrer une image dans la chatroom. Et il y a aussi l'Araucaria araucana, qui s'appelle le pin du Chili et qui est l'arbre emblématique national et que certains appellent désespoir des singes. Alors j'en profite dans cet épisode pour corriger une idée reçue en passant. Cet arbre a de grosses écailles sur les branches et les gens disent souvent ces grosses écailles sont destinées à empêcher les singes de grimper et de manger les graines de l'arbre. Du coup, c'est une idée qui est assez fausse, malgré le nom Désespoir des singes. Fake news. Fake news, voilà. Premièrement, parce qu'il n'y a pas de singes au Chili. Voilà. Du coup, en fait, c'est une adaptation on pense que ça permet plutôt de protéger les branches de la destruction par le feu, parce qu'il y a des incendies pas mal dans cette région. Et les graines sont comestibles, elles sont dispersées dans la nature par les perroquets et les rongeurs. Et Araucana, le nom de l'espèce, ça vient directement du nom de l'endroit de la tribu Mapuche qui consommait les graines de ce palmier. Et du coup, pour le nom Désespoir des singes, j'ai cherché un peu et apparemment c'est une traduction française qui vient du nom anglais, donc Monkey Puzzle Tree. L'arbre puzzle de singe. Et c'est un nom qui serait resté après son introduction en 1850 dans des jardins botaniques anglais, où lors d'une promenade, un éminent avocat aurait eu une conversation avec son pote proprio de jardin botanique, en lui faisant remarquer qu'un singe serait bien embêté pour monter sur cet arbre. Je peux essayer de le faire avec l'accent. It would puzzle a monkey to climb that. Bravo. C'est une belle histoire en tout cas. Mais c'est marrant ce que tu dis sur le feu parce que du coup au Chili, il y en a vraiment plein de ces arbres sur les flancs des volcans. Et donc je me demande si tu vois il y a pas un lien parce que c'est fertile ou tout simplement parce que voilà, ils résistent finalement aux éruptions et aux choses comme ça. Je crois que donc ils ont des adaptations et leur écorce est assez dure et épaisse pour résister aux incendies justement. Et j'ai pas vérifié, mais il y a beaucoup d'espèces dont les graines germent exclusivement après des incendies et peut-être comme les séquoias. Voilà, comme les séquoias géants. Qui eux ont plein d'adaptations aussi pour résister au feu et notamment une couche de liège qui est impressionnante. Leur écorce est toute molle et c'est que du liège, c'est cool. Donc voilà, petite anecdote.
Donc je vous ai un peu parlé de ces limites-là, mais c'est pas vraiment une limite puisque du coup il y a des labos qui cherchent vraiment à trouver d'autres espèces de référence pour pouvoir étudier ces phénomènes-là malgré le fait qu'il n'y ait pas d'alternance de saison dans certaines zones géographiques. Et il y a certains laboratoires anglo-saxons qui vont plus loin en ce moment et qui complètent du coup l'analyse morphologique des cernes avec ce qu'on appelle la dendroisotopie. Donc c'est l'analyse de la composition isotopique en oxygène ou en carbone dans les cernes du bois et dans la cellulose et la lignine. Alors, je ne sais pas si je refais un peu un point sur qu'est-ce que c'est qu'un isotope. Rapidement peut-être. Ouais. En gros, pour un atome, on a un certain nombre de protons et de neutrons dans le noyau. Et normalement, le nombre de neutrons et de protons définit la taille de l'élément et sa position dans le tableau périodique. Et en fait, certains atomes ont un nombre de protons identique, mais un nombre de neutrons variable. Et ça, c'est ce qu'on appelle des isotopes. Donc, il y a le carbone 12 à 12 neutrons, par exemple, et il y a le carbone 14 à 14 neutrons. Et on dit que c'est un isotope radioactif, c'est-à-dire qu'il n'est pas dans un état stable, et donc il est susceptible de perdre des neutrons au cours du temps. Et le temps qu'il faut pour passer du carbone 14 au carbone 12, ça suit une courbe temporelle qui permet d'estimer le temps qui s'est écoulé depuis que l'atome de carbone a été intégré dans un arbre, par exemple. Du coup, les courbes de calibrage que les gens font en dendrochronologie, elles ont aussi permis de corriger des fois certaines datations courtes au carbone 14, parce qu'avant, on supposait que la concentration de carbone 14 était constante, alors qu'en vrai, il y a eu des variations au cours de l'histoire. J'ai même lu qu'il y avait eu un pic de la concentration en carbone 14 dans l'atmosphère entre 1950 et 1970, pendant qu'ils faisaient les essais nucléaires dans l'atmosphère. Donc, ces variations isotopiques, la dendrochronologie permet de corriger les erreurs parce que c'est une donnée de temps supplémentaire qui n'est pas le carbone 14. Et donc, grâce à ces différentes méthodes, on peut aller sur des trucs de plus en plus précis. Alors, une autre question, je vous ai parlé des arbres, mais est-ce que l'herbe peut grandir en épaisseur aussi, par exemple ? Et là, il y a des études suisses qui sont datées de 1950 et qui se sont intéressées aux plantes herbacées, donc c'est celles qui ne font pas de bois et qui ne montent pas en hauteur, en épaisseur trop haut. Alors j'avoue que j'ai pas trop creusé toutes les publis, mais les plantes vivaces qui vivent plusieurs années mais qui ne font pas de bois, elles ont dans une certaine mesure des cernes de croissance qui sont un peu plus courtes et un peu plus difficiles à mesurer. C'est maximum 0,5 mm de large. Mais c'est comme ça qu'on a découvert que certaines bruyères, par exemple, étaient âgées de plus de 70 ans dans certains endroits. Donc c'est vraiment des plantes où on se dit elles poussent pas très haut, c'est pas très vieux, ça dure quelques années puis ça meurt, mais à 70 ans, elles sont quand même capables de vivre assez longtemps. Du coup, pour retracer l'histoire d'espèces invasives, ça peut être utile, ou des variations climatiques, on pourrait les analyser de façon beaucoup plus marquée encore sur des petites plantes, puisque comme elles sont petites et qu'elles résistent moins bien, les différences de changement climatique, elles peuvent être plus marquées sur des espèces herbacées que sur des grands arbres qui, du coup, ont leurs racines profondes dans le sol et qui sont moins impactés immédiatement par un changement de temps. Voilà, donc tout ça, c'est une discipline qui est vraiment fascinante et qui se résume pas juste à compter le nombre de cernes sur une section d'arbre, et on n'en entend pas trop parler. Donc ce soir, j'avais envie de partager un peu sur ça. Et si vous voulez un peu plus de détails sur la méthodologie, je vous laisserai les liens des ressources dans les notes d'émission. J'ai vraiment trouvé plein de documents et plein de documentaires aussi vidéo là-dessus. Donc je vous ferai une liste et puis vous pourrez aller voir vous-même. Donc j'arrive à la fin du dossier. J'espère que ce petit voyage dans les cernes du temps vous a plu, et n'hésitez pas à envoyer vos avis dans la chatroom ou par email et tout ça. Je sais pas si vous avez encore des questions. Je crois que j'en ai pas vu dans la chatroom en fait. Je crois qu'il y en avait une, mais sur les arbres les plus vieux. C'est quoi le mais je cerne crois le que plus vieux étudié ? ouais. Mais Cléora lui a mis un lien aussi pour les arbres les plus vieux du monde. Non, du coup, il y a plus de questions, mais c'était vraiment passionnant. Ça me fait penser aussi qu'on estime l'âge des coquillages aussi en comptant là le nombre de rayures en fait sur les coquillages aussi. C'est un peu le même principe, j'imagine, Léa.
Ouais, c'est un peu le même principe, mais du coup, je crois que ça ne se fait pas forcément à la même vitesse. Mais j'ai écouté d'une oreille distraite une émission, je sais plus, sur France Culture, de quelqu'un qui parlait de ça. Ça se fait, enfin voilà, ça se fait pas forcément tous les ans à la même vitesse. Et avec le changement climatique, il y a aussi des variations dans le nombre de stries de coquilles et tout ça. Donc c'est aussi une discipline, analyser les coquilles de mollusques et les strates de coquilles de mollusques, qui permet de donner des informations sur le climat et les temps géologiques. C'est assez intéressant. Ouais. Alors tu as la même chose aussi pour les, tu sais, les bouquetins de montagne là, ouais, c'est comme des chefs de montagne. Enfin, c'est pas des chamois, c'est l'autre espèce qui a des grosses cornes. Et ben le nombre de les cornes, elles sont crénelées un peu, et le nombre de crénelures sur les cornes, ça donne une idée de l'âge. Une idée de l'âge aussi du bouquetin. Alors je sais plus si c'est 2 par an ou 1 par an, ou il me semble que c'est soit 2 par an, soit 1 par an, soit 1 tous les 2 ans. Enfin, il y a un truc, je sais plus exactement à combien correspond une unité, mais tu as un lien très clair entre voilà, le nombre de crénelures et l'âge de la bête. Ah ouais. C'est pour ça que les vieux mâles ont des très grandes cornes. Bah après, ça paraît logique que les mâles les plus vieux ont des cornes les plus longues, mais c'est intéressant que ça grandisse avec des cernes, quoi, qu'on puisse, ou des crénelures, comme tu dis, qu'on puisse compter, quoi. Ouais, je précise quand même peut-être avant de finir pour ceux qui nous écoutent, j'ai jamais fait d'androchronologie concrètement, réellement, hein, dans la vie. Donc je vous en parle vraiment comme quelqu'un qui a lu des choses dessus et qui vous partage tout ça, mais je suis pas spécialiste de la discipline, donc il y a plein de subtilités, de techniques dont je vous ai pas parlé. C'est encore une discipline qui est bien plus profonde que ça, et on peut faire beaucoup de choses avec la dendrochronologie. Rien que le nom, déjà, ça donne envie. Ok, bah écoutez, on continue rapidement. Alors, pour la chatroom, je voulais annoncer que la prochaine émission, qui sera la semaine prochaine, ça sera une émission qui parlera d'économie. On aura un invité, Eureka, qui vient nous parler de son bouquin et qui plus précisément viendra nous parler de l'intérêt de rembourser les prêts. Et puis, nous avons la citation du soir. Alors, les citations, c'est toujours un grand moment pour moi parce que je sais pas du tout quoi choisir comme citation. En général, je vais sur les sites genre Even et citation.com et ce genre de trucs. Et je cherche un mot-clé. Et là, j'hésitais entre deux. Vous me dites ce que vous en pensez, on garde la meilleure. Il y en a une, c'était la vérité est plus difficile à cerner quand tout peut être vérité, de Stanislaw Jerzy. Voilà. Je vous laisse méditer sur cette citation. Et l'autre était pas mal non plus. Et elle dit « Le temps a-t-il seulement un sens ? N'est-ce pas plutôt une durée qui, elle, cerne le temps, l'immobilise et lui apporte une valeur ?» de Jacques Lamarche. Oh là là c'est profond. J'aime bien la deuxième, moi. Ouais. Je crois que je préfère la deuxième aussi. On va garder la deuxième. Est-ce que tu veux que je te la refasse, Topo, vu que tu viens de revenir ? Un Topo. Salut. Tu veux que je te refasse la citation ? Que t'évoque-t-elle ? Le temps a-t-il seulement un sens ? N'est-ce pas plutôt une durée qui, elle, cerne le temps, l'immobilise et lui apporte une valeur ? Moi, ce que ça m'évoque, c'est qu'il y a une vidéo de Science Click sur le sens de la flèche du temps qui vient de sortir et que j'ai hâte de regarder. Ouais. D'accord. Très bien. Bon. Sur l'entropie, en gros. Voilà. Et bien. Pendant qu'on passe aux citations métaphysiques, je peux peut-être enchaîner avec le quiz du moment. Et absolument. On peut prendre un coup de soleil à travers une vitre, un faux ou un tox. On veut des photos. Oui, c'est vrai que Irène le répète quand même depuis plusieurs émissions. On a eu 0 photo de poditrice ou poditeur tout nu, bronzé à travers les vitres. Enfin, ouais. Qu'est-ce qu'il faut faire pour demander des photos. C'est insupportable, ça.
Du Ouais. coup, on y répond dans la prochaine émission Roue Libre et on compte sur vous pour nous envoyer toutes vos idées incroyables pour tester si c'est une info ou une intox. Voilà. Et on aura bientôt Ouais. Balance ton podcasteur à cause de cette demande. Bon, eh bien voilà la fin de cette émission et les cernes sous nos yeux risquent de trahir ce moment où il faut nous séparer. Voilà, j'espère que vous vous souviendrez des xylologues et ainsi grâce à Léa, vous allez encore briller en société. On se retrouve la semaine prochaine pour parler d'économie et en attendant que servir la science soit votre joie.